Bonjour, bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ces 3 rendez-vous de la journée. Donc il y en a eu un ce matin, il y en aura un à 18 h aussi. C'est Fashion Rendez-vous entre Première Vision et Paris Good Fashion. Donc 3 talks autour de ces enjeux effectivement de RSE, mais ça va plus loin parce qu'on va vraiment dans le concret. On parle de technique, on a parlé de données ce matin pour éviter le greenwashing, et vous allez voir encore avec nos invités, on met les pieds dans le plat. On y va carrément, mais parce qu'il faut bien avancer sur ces sujets-là. Alors pour ce rendez-vous, on est pour une petite heure ensemble, voilà. Vous pourrez bien sûr poser des questions aux invités à la fin. Alors on va peut-être commencer par ça. Je vais faire un petit tour de table juste pour savoir à qui vous avez affaire, parce que même s'il y avait le nom et le titre, on ne sait pas forcément ce que vous faites. Tout le monde ne connaît pas. Et puis après, je vous présenterai un petit peu le sujet, ce défi écologique à l'aune de la volumétrie. Quel business model? Je vous redonnerai un petit peu le contexte. Allez, on va faire dans l'ordre. Du coup, Julie, pour commencer. Julie Dugard est avec nous, manager climat chez BSR Business. Alors, for social responsibility, voilà, il me manquait un mot, mais encore, en quelques mots rapidement. Est-ce que, oui, voilà, vous m'entendez. Donc, chez BSI, on est une organisation non gouvernementale. On travaille sur tous les sujets du développement durable, donc apportant du climat, sur les sujets nature, mais également droits humains. Moi, ce que je fais là-bas, c'est aider nos membres, qui sont une grande majorité des entreprises du privé, plus ou moins grandes, à définir des stratégies climat, d'adaptation, de mitigation. Et je travaille aussi depuis un an et demi. On est financé par Partner for a New Economy pour travailler sur des business models alternatifs pour parler de trouver des solutions à cette tension entre les objectifs économiques des entreprises et leur impact environnemental, donc climatique, et un petit peu plus large, nature. Ouais, et c'est exactement le sujet du jour, ça tombe bien. Sophie Pinière est avec nous, fondatrice et CEO de WeTurn, même si j'imagine que quelques-uns commencent à bien vous connaître, mais il est peut-être bon de rappeler. Bonjour à tous, merci Karine. Donc Sophie Pinière, donc je suis la fondatrice de WeTurn. WeTurn est une société qui existe depuis 3 ans maintenant, qui est spécialisée dans la valorisation des stocks dormants, donc invendus, rouleaux de tissu protégés et chutes de production. Donc nous avons créé WeTurn sur l'opportunité de la loi AGEC. Il n'existait pas à l'époque de solutions logistiques et très opérationnelles pour aider les professionnels à déstocker de manière vertueuse, c'est-à-dire à orienter les flux de matière vers les solutions et les filières les plus valorisantes. Donc typiquement le don, le réemploi, le recyclage et d'autres voies de valorisation. Donc notre métier, notre spécificité, c'est vraiment le recyclage en boucle fermée. Donc on collecte de la matière qui ne peut pas être donnée, qui ne peut pas être réutilisée en l'état, que l'on recycle en nouveau fil pour refaire de la matière. Donc on a 2 métiers principaux, la collecte et la production de matière recyclée. On a joint les deux car à notre sens, intégrer tous les métiers de l'économie circulaire de A à Z, c'est la seule manière de garantir la traçabilité que les professionnels recherchent actuellement pour ensuite mesurer l'impact. Alors on rentrera en détail sur ces différents éléments, de quelle manière vous intervenez, qu'est-ce que ça implique pour les marques, mais c'était important un petit peu de savoir ce que vous faisiez. Aurélien Osterling qui est avec nous aussi, coordinateur de la chaire comptabilité écologique. Alors est-ce qu'il est possible de présenter en une phrase ce que c'est cette comptabilité écologique, parce que bien sûr on rentrera dans les détails ensuite. Oui, alors en une phrase, peut-être 2. Donc l'idée de cette chaire comptabilité écologique est un programme porté par la Fondation AgroParisTech. Donc c'est de transformer la comptabilité pour pouvoir rendre des comptes pas uniquement aux banquiers, aux actionnaires, mais aussi aux êtres humains et à la nature, à qui nous empruntons un certain nombre de choses pour pouvoir faire tourner nos modèles d'activité, nos modèles d'affaires. Et donc de changer ces comptabilités à 3 niveaux, au niveau des organisations, écosystèmes, et au niveau de la comptabilité nationale.
Voilà, en très bref. Merci. Effectivement, on rentrera aussi dans le sujet plus précisément. Je regardais un article dans Les Échos hier, l'économie, voilà comment ça se titrait, l'économie mondiale sur la voie d'une reconfiguration. Où je veux en venir, tensions géopolitiques, urgences climatiques conduisent à une modification en profondeur des chaînes de valeur. Les modèles de croissance des années 80 sont remis en question, ça vous dit quelque chose? C'était simplement pour vous expliquer, je vais continuer un petit peu sur cet article qui était issu de l'économie mondiale 2024, qui est l'étude réalisée par le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Donc on est quand même sur de l'analyse économique de haut niveau. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien que le modèle de croissance développé dans les années 80 en favorisant l'endettement et la croissance au détriment de l'innovation et du tissu productif local sont à bout de souffle. Voilà, donc quant au niveau mondial, international, parce qu'on a bien vu que tout était remis, enfin que pas mal de choses étaient remises en cause aussi au niveau du G20, on imagine bien que du côté de la mode, du textile, eh bien là aussi il faut remettre en cause certaines idées préconçues, certaines habitudes, certains modèles, parce qu'on ne peut plus continuer à faire de même, vu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà le pourquoi de ce sujet, le défi écologique à l'aune de la volumétrie. Quel business model? Alors peut-être la première question, c'est justement, derrière se cache la question de la décroissance, on va y venir, mais finalement je dis pourquoi la question de la volumétrie aujourd'hui n'est plus un tabou? Alors c'est un vaste sujet, mais bon, on voit qu'on est dans une situation d'urgence climatique et ça, vous le voyez dans notre vie quotidienne, on voit ce qui se passe cet été, etc. On est aussi à la fin d'un premier cycle pour les entreprises qui, en 2015, il y a le Science Based qui a été défini, donc les entreprises ont pu s'engager avec des objectifs scientifiques sur des trajectoires climatiques, et donc ces entreprises un petit peu pionnières qui à cette époque ont pris des engagements, là on est en 2023, fin 2023, qu'on fait pas mal sur l'efficacité énergétique notamment, mais pas que. Voilà, ces entreprises-là arrivent à un moment où elles se disent, bon là, les objectifs, garder cette planète à 1,5 degré à la fin du siècle, ça s'éloigne un petit peu. On a vraiment du mal à aller plus loin que ce qu'on fait déjà, ce sustainability as usual, comme on pourrait dire, et quel est le vrai problème, quelle est la tension, et ce qu'on ressent beaucoup, nous, de la part de nos membres, c'est en fait, on a l'équipe développement durable, l'équipe climat d'un côté, et de l'autre côté, on a le business, on a faire plus, on a besoin de plus de revenus, on a besoin de plus de croissance, et en fait, on arrive à cette tension intrinsèque au sein des entreprises avec une variable économique dont on attend d'elle qu'elle ne cesse de croître. D'un autre côté, des ambitions environnementales de décroissance. Et en fait, cette décorrélation de ces deux variables est scientifiquement extrêmement compliquée à accomplir. Et aujourd'hui, ce n'est pas envisageable. Donc là, de plus en plus, on met le sujet de la volumétrie sur la table. Et on l'a notamment vu cette année sur Fashion Transparency Index, qui a rajouté ce sujet-là comme un critère. Donc là, ça arrive. Oui, c'est ça. Ça arrive comme un éléphant au milieu de la pièce, pour reprendre cette expression-là. Quand on voit Pascal Morand, qui dirige la Fédération de la haute couture et de la mode, donc organisateur des Fashion Week parisiennes, qui en parle aussi, qui met les pieds dans le plat, on se dit bien qu'à un moment donné, il va falloir bouger. Mais c'est le mot décroissance qui fait peur, en fait. Qu'est-ce qu'on entend? On comprend ce mot décroissance, mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, le français rend pas vraiment hommage à ce mot, parce que le décroissance, on a l'impression que c'est l'inverse de la croissance, alors qu'en fait, ce serait plutôt le mot récession qui serait l'inverse d'une croissance économique. Et la décroissance, c'est un concept qui a déjà quelques années, mais alors faut comprendre, c'est un concept macroéconomique et qui est pour une réduction de la production et également de la consommation, mais en gardant en tête les impacts environnementaux, mais pas seulement sociétaux. Donc ça aussi, ça s'appuie aussi sur des concepts de planification. C'est quelque chose qu'on planifie. C'est une transition qui se veut juste, qui veut mettre de la justice sociale. C'est un mot qui est très galvaudé et qui est compliqué à utiliser, surtout au sein des entreprises.
ça gagne. Négatif, en fait. C'est perçu extrêmement négativement. Je suis persuadée qu'au-delà du mot et de ce qu'on ressent quand on l'entend, on peut au moins prendre le concept et essayer de le détricoter pour, en tant qu'entreprise, prendre le meilleur en fait de ce qu'il y a derrière et essayer de se l'appliquer et de se challenger, de transformer son business model. Et justement, on va voir quelles sont où c'est les alternatives à cette décroissance ou ces business models qui permettent d'atteindre les mêmes résultats. Et finalement, la question qu'on a envie de vous poser, Aurélien, c'est est-ce qu'on ne peut pas seulement rendre à la nature ce qu'on lui a pris ? C'est-à-dire, on croit, mais on rend à la nature ce qu'on lui a pris. Excellente idée. Oui, alors, pour savoir ce qu'on a emprunté et ce qu'on doit rendre, la comptabilité est pratique pour ça. Le souci, c'est que la comptabilité est censée refléter une image fidèle de la réalité d'une organisation et de ses interactions avec le monde. Bon, jusque-là, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur la base de la lecture d'un bilan comptable, d'un compte de résultats, des décisions en termes d'investissement, des décisions en termes de transformation du modèle d'affaires. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur la base d'une lecture d'un bilan comptable. Le problème, c'est qu'on ne met actuellement que du financier. On ne met que des financiers dans notre boîte comptable. Ce qui veut dire, en théorie, que vous pouvez être une entreprise extrêmement performante et avoir conduit au burn-out, parce qu'elles sont épuisées, parce qu'ils sont épuisés. Vous pouvez avoir contribué à émettre 3 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que ce que préconisent les accords de Paris et le GIEC sur le plan scientifique. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un décalage entre la contribution de l'entreprise à son écosystème naturel et social et ce qu'on va mesurer dans la comptabilité de l'organisation. Donc finalement, l'idée, ça pourrait être de faire exactement ce qu'on fait avec le capital financier, mais pour les capitaux naturels et les capitaux humains. Le capital financier, de la même manière, il est limité. Si on considère que le capital de départ est une dette, c'est-à-dire que vous puisez quelque chose dont vous avez besoin, je suis une banque, je vous prête avec cet argent-là, vous allez acheter des machines, vous allez faire tout un ensemble de choses. En fait, vous faites ce que vous voulez de cet argent. Il n'empêche qu'à la fin de votre activité, la banque doit avoir récupéré son million d'euros. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe, il y a une temporalité, mais il y a des limites qui sont posées, il y a une temporalité et il y a un plan d'action pour qu'à la fin, le capital puisse être régénéré. Donc là, l'idée, c'est de faire exactement la même chose avec les capitaux naturels. Et effectivement, on va peut-être se rendre compte qu'en faisant ceci pour l'activité d'une organisation, on peut se permettre une certaine croissance jusqu'à un certain niveau. Et puis, au bout d'un moment, la meilleure solution, c'est l'atteinte d'un équilibre. Dans d'autres domaines, peut-être qu'il va falloir de la décroissance, parce que le modèle d'affaires n'est pas soutenable, vis-à-vis des sols, vis-à-vis de la biodiversité, etc. Comment on fait pour comptabiliser notre dette écologique? Parce que c'est bien de ça qu'on parle. Alors, en fait, il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui n'a rien à voir avec le financier, et il y a une deuxième étape qui retisse un lien avec le financier. La première étape, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'un sol en bonne santé, par exemple? Donc j'ai une activité agricole, je vais mobiliser un sol pour pouvoir faire pousser du blé ou pour faire un ensemble d'activités. Donc je reconnais que j'ai besoin de ce sol, qui me rend un service. Deuxièmement, ce sol, on est tous d'accord pour dire qu'il est capital, dans la mesure où il est épuisable, donc il y a un enjeu, et on tient à ce sol, c'est-à-dire que quand tous les sols sont épuisés, bon, on est quand même dans un sacré pétrin. Donc, il y a un enjeu de préservation, il faut préserver ce sol. Troisièmement, il y a la question de l'emploi. Donc, j'utilise ce sol, j'en ai besoin dans le cadre de mon modèle d'activité, donc je contracte une dette. Et quatrièmement, il y a un processus de réhabilitation de ce sol qui est possible. En fait, la dette existe parce qu'il y a un processus de remboursement de la dette qui est possible. Si vous êtes capable de mettre un chiffre dans votre bilan comptable, c'est parce qu'on a identifié
C'est la dette. Alors pour la dette financière, c'est très facile. Enfin, c'est relativement facile. Vous avez emprunté 100 000 euros, vous devez rembourser 100 000 euros. Après, il peut y avoir des choses qui se rajoutent, mais en tout cas, voilà. Donc sur le sol, on va avoir une comptabilité biophysique, par exemple. On va prendre en compte des critères biologiques. On dit, bon ben, pour qu'un sol soit en bonne santé, il faut qu'il y ait tant de vers de terre, par exemple. Très bien, je sais ce que je dois suivre. Il va y avoir des critères chimiques. On va dire, bon ben, il faut avoir un certain équilibre dans la matière organique, dans les nutriments qui sont dans le sol, pour que le sol puisse être résilient, etc. Des critères physiques. Il faut que le sol soit pas trop compact, il faut que l'eau puisse circuler à l'intérieur du sol, etc. Et donc, on va dire, très bien, là, j'ai ma comptabilité pour mon sol. Je sais ce que je dois suivre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où est l'état que je souhaite atteindre ? Et quelle est la trajectoire à parcourir ? S'il y a une trajectoire à parcourir, j'ai une dette biophysique. Et donc, pour rembourser cette dette, c'est quelles sont les actions que je vais devoir mettre en œuvre pour atteindre ma cible, retrouver mes indicateurs de bonne santé. Et donc là, on a notre comptabilité biophysique, on a un plan d'action. Et ensuite, la deuxième étape, on retisse un lien avec le financier, puisqu'on va pouvoir enregistrer dans notre bilan comptable au passif une valorisation qui n'est pas une financiarisation de la nature, mais qui est bien le coût des actions à mettre en œuvre pour remettre en état le sol qui a été dégradé. Donc ça, c'est pour la comptabilité écologique. On peut aller vers cette voie. C'est sur quoi vous travaillez, Aurélien. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour cela, vous l'avez bien dit, il faut des actions concrètes. Et donc, ce qui explique aussi qu'il faut changer de business model. Il y a d'autres possibilités d'y arriver et d'avancer dans ce sens-là. Sur ces alternatives à la décroissance, il y a la circularité. La circularité sur laquelle vous travaillez avec WeTurn. Comment, vous nous avez expliqué tout à l'heure rapidement comment ça fonctionnait, mais qu'est-ce que ça implique comme nouvelle organisation ? Est-ce que vous intervenez finalement comme une nouvelle partie prenante au milieu de cette chaîne de valeur ? Qu'est-ce que ça implique ? Beaucoup de choses. Alors oui, c'est vrai que chez WeTurn, on se donne vraiment la mission de placer la matière première au centre du processus créatif, du processus logistique, vraiment au cœur des opérations. Et effectivement, opération finit par effectivement sujet économique, financier. Donc nous, on part du constat, on part du principe que dans une matière première textile, il y a de la il y a eu de la dépense de l'émission de carbone à l'origine de la production. Et donc, toute cette émission de carbone et cette eau, finalement, ce stock d'eau, sont dans la matière première. Et donc, on va expliquer finalement aux entreprises et aux marchés que recréer du neuf en permanence vient alourdir le bilan carbone de l'industrie. Suffisamment de gisements et de matières disponibles pour reconcevoir, pour reproduire, etc. Donc ça, c'est vraiment le postulat de départ, et nous on est vraiment à l'inverse de Julie et d'Aurélien, qui sont sur des sujets très scientifiques, macroéconomiques, etc., et d'aider justement les grands comptes ou les entreprises tout court à faire de la planification. Nous, on est sur le terrain dans justement cette concrétisation de la planification. Donc, je vais parler de choses que je connais, c'est-à-dire la circularité dans l'industrie textile. Donc, concrètement, ça touche à beaucoup de cœurs de métier, la circularité. Aujourd'hui, on a donc un métier qui est de trier, enfin d'analyser un stock de matière. Donc, il faut que le client ait réussi à consolider la donnée sur son stock de matière, ce qui n'était vraiment pas le cas chez beaucoup d'entreprises encore. Il faut savoir exactement, parce qu'il y a différents logiciels qui sont utilisés, il faut arriver à consolider cette donnée, savoir exactement la quantité disponible de chaque composition, de chaque gisement, chez quel fournisseur. Voilà. Donc on aide déjà à structurer cette donnée. Ensuite, une fois qu'on a cette donnée, si on veut valoriser et faire durer la matière première dans l'économie, il faut savoir auprès de toutes les filières de valorisation quel est leur cahier des charges, parce que chaque filière travaille une matière première différemment. Donc il faut structurer. Ensuite, il faut la trier à la source pour que les gisements soient valorisés à 100%. Donc ça, c'est les métiers logistiques. Et puis ensuite, il y a, en fin de compte, si on veut réutiliser la matière première
dans les produits, il faut que les fournisseurs acceptent cette matière première. Il faut qu'ils acceptent de travailler un fil recyclé. Pour travailler un fil recyclé, il faut pas qu'il soit cassant, il faut qu'il soit résistant, il faut qu'il ait plein de qualifications techniques et donc de qualité. Et donc notre rôle, c'est ça, c'est d'avoir le bon gisement, de trouver le bon gisement de matière première disponible dans un stock de produits finis invendus, de rouleaux ou de chutes de production, et de me faire matcher avec un cahier des charges d'une équipe production qui veut développer un pochon, un manteau, peu importe le produit cible, et de faire en sorte que, à partir de la matière disponible, on peut obtenir à la fin. Donc ça implique, en fait, c'est juste que ce sont des pôles qui ne se parlaient jamais. Dans la circularité, on touche à l'équipe RSE qui veut du reporting, on touche à la logistique qui doit changer sa supply sur la fin de vie, donc il y a toute une réorganisation de gestion des stocks. Il y a les équipes stylistes, les équipes achats, en fait ce sont des métiers qui vivaient complètement en silo avec des budgets bien distincts, et quand on parle circularité et quand on fait une vraie boucle fermée notamment, on a dit il faut que ça crée un lien entre tous ces métiers qui n'avaient pas forcément l'habitude de collaborer. Donc c'est ça la nouveauté. Voilà. Et finalement, le coût, ce que vous m'expliquez, parce qu'on imagine bien que certains sont réticents en disant oui, mais tout ça, ça va nous coûter cher. Sauf que finalement, il fallait gérer les stocks. Et ça aussi avait un coût. Alors exactement. Alors, il existait déjà un coût pour la destruction. Donc, quoi qu'il arrive, il y avait déjà un coût logistique et de destruction. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, ce sont des postes qui existaient déjà, des postes de dépenses qui existent déjà dans l'entreprise. C'est la gestion de la fin de vie. Sauf qu'aujourd'hui, il faut intégrer le coût du démantèlement, le coût du surtri. Après, côté production, achat de matière recyclée, on va nous dire aujourd'hui, oui, mais ta matière recyclée, super, mais elle est plus chère que le conventionnel. Aujourd'hui, la nôtre, elle est plus chère à 20-25%. Elle est très qualitative, mais aujourd'hui, on a envie, parfois, il y a une sorte de frustration parce que on entend partout dire, nous, on voudrait devenir traçable, hyper responsable, relocalisé, matière naturelle, et on voudrait le même prix qu'en Asie. En fait, non, ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi que on a envie de dire, on le fait pas, on s'en retient. En tout cas, personnellement, je me retiens de le dire. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réduire les budgets communication, d'influence, d'événementiel, pour remonter les budgets en transition écologique, parce que cette transition a un coût, elle se répercute sur la matière première et sur les flux de la supply chain. Et ça, je suis sûre qu'on peut retrouver l'équilibre si on va descendre des postes par ailleurs. Et comment cette circularité peut contribuer à une baisse de la volumétrie, puisque c'est notre sujet? Alors, la circularité permet de réutiliser l'existant, donc ça veut dire que ça va réduire nettement la part du neuf dans les productions. C'est vraiment ce qu'on veut, ce vers quoi on veut transiter. On se donne une mission chez WeTurn sur laquelle on communique vraiment régulièrement, c'est d'accompagner la transition de la mode vers de 100%. Aujourd'hui, on est à 100% neuf, enfin, un peu moins aujourd'hui parce que la seconde main est quand même bien plus présente qu'avant. Mais il y a quelques années, on était vraiment à 100% de matière neuve, toujours systématiquement en collection. Et c'est d'imaginer qu'en 2030, on pourrait trouver dans les points de retail un tiers de produits neufs bien conçus, un tiers de produits de seconde main et un tiers de produits faits à partir de matières recyclées, upcyclées. Donc ça, c'est vraiment notre fil conducteur. Et donc, typiquement, si on arrive à cette répartition-là, on passe de 100% à un tiers de produits neufs. Donc, nécessairement, on réduit la part du neuf. Et donc, après, sur la partie recyclée, typiquement, comme il y a un coût, parce qu'il faut avoir le gisement disponible à l'entrée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du recyclé à l'infini, enfin, en tout cas en quantité illimitée. Il faut avoir le bon gisement disponible, de la bonne quantité, de la bonne qualité, pour obtenir un métrage cible. On ne va pas faire tourner des machines pendant des jours et des jours et des nuits pour faire du recyclage, ça ne marche pas. Alors, non pas pour vous être désagréable, mais je me tourne vers Julie. Dans votre groupe de travail, ce sur quoi vous travaillez, vous le disiez, est-ce que la circularité suffit pour aller vers le modèle sur lequel vous travaillez aujourd'hui de décroissance? Alors, la circularité, c'est évidemment une excellente étape et je pense que c'est un business model qui commence à être
en plus connue et de plus en plus robuste, et les entreprises sont de plus en plus convaincues par ce modèle, et c'est une excellente chose. Et je pense que ce qu'on peut ajouter à ce que tu viens de dire, Sophie, c'est que ce qui est important quand on va transitionner vers cette circularité, c'est de pas aussi oublier la partie sociale, en fait. Et quand on va faire cette transition de c'est qui est-ce qui fabriquait dans les supply chains, comment on les aide à cette transition, à faire autre chose, à leur fournir les bonnes compétences pour avoir un métier demain et en fait survivre en global. Donc je pense que la circularité apporte déjà beaucoup sur un changement de business model, de business as usual, où on a juste on achète et ensuite on détruit. Ensuite, sur les business models, je pense que les entreprises, il y a intrinsèquement qui je suis en tant qu'entreprise, donc quelle est ma gouvernance, quel est mon mode de financement, quels sont les réseaux sur lesquels je m'appuie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a quelles sont les décisions que j'ai envie de prendre dans la mission qui est la mienne. Est-ce que du coup, je peux décider de caper ma production, par exemple? Est-ce que je me dis, je décide pour être responsable, je me fournis à partir des matériaux qui sont disponibles via WeTurn, et s'il n'y a plus le tissu précis que je veux, ça s'arrête. Et donc j'ai peut-être que je ne sais pas combien de pièces, mais ça s'arrête là. Et donc ça, c'est vraiment un modèle intéressant. Donc sur la partie production, et on a son pendant sur la partie consommation, c'est aussi accompagner un petit peu les consommateurs. C'est pour tout le monde en fait, et le consommateur aussi qui a l'habitude de cette surconsommation et un nombre incalculable de produits disponibles, de l'accompagner dans le moins mais mieux. Et je pense qu'il y a plusieurs marques de mode qui commencent à aller vers ces sujets-là, et que c'est une très bonne idée. Oui, parce qu'effectivement, il y a quelque chose... Cette consommation-là, consommation effrénée, finalement, celle-ci, vous avez beau faire tous les efforts du monde, parfois elle est compliquée à enrayer, ou en tout cas à ralentir ou à freiner. Il y a tout cet aspect consommation qui va devoir en parallèle évoluer. Sur les business models, avant d'arriver, c'est pas avant d'arriver à la comptabilité écologique, mais il y a aussi d'autres propositions qui sont le découplage. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, alors le découplage, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en fait, qui existe depuis au moins plus de 10 ans, notamment en France, et qui est un petit peu la croissance verte. C'est un modèle un peu plus sustainability as usual. Donc ça veut dire qu'on vient ajouter en fait des morceaux d'efficacité, je vais dire, sans vraiment changer le modèle profondément. Donc on continue à croître en essayant de faire décroître, ou en tout cas de ralentir notre impact environnemental, ce qui est bien, mais ce qui ne sera pas suffisant pour nous garder dans un monde à 1,5 degré, puisqu'on n'a pas aujourd'hui les innovations technologiques nécessaires, comme la capture carbone ou toute autre innovation technologique de pointe dont on aurait besoin pour survivre et vivre dans le respect des limites planétaires. Et pour ça a besoin d'être quantifié. Et je pense que c'est là que Aurélien peut intervenir. Et justement, ce que vous dites là, vous dites que ça existe déjà, que certains peut-être le font, même si ça ne suffit pas. Aurélien, je voulais revenir, parce que peut-être que certains, en vous entendant, ont dit, mais moi je fais déjà des rapports RSE, je travaille déjà, je vais planter des arbres, je fais des choses. Donc d'une certaine manière, j'ai commencé un petit peu ce travail-là. Est-ce que la comptabilité écologique, ça va beaucoup plus loin que ça provoque de supplémentaires au-delà de ce que peuvent faire déjà des gens qui sont engagés sur différents sujets RSE? La comptabilité, elle a pour premier objectif vraiment de donner une information, déjà, de donner de l'information. Pas forcément de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais de dire voilà, où est-ce qu'on en est, voilà l'état de la situation. Et donc, effectivement, ce qui peut se passer pour des entreprises qui ont déjà entrepris un certain nombre
démarche vertueuse, par exemple, c'est que la comptabilité va pouvoir mettre un peu en avant, justement, en quoi ces contributions-là ont pu avoir un impact, entre guillemets, positif sur l'environnement. Alors typiquement, un exemple très classique, c'est l'agriculteur, parce que même dans le milieu de la mode, à la base, il y a quand même la ressource en eau, il y a les fibres, il y a tout un ensemble de choses en lien avec la terre. On va demander aux agriculteurs d'avoir une transition vers des modèles plus vertueux, donc agriculture biologique, etc. Sauf que dans les faits, c'est des vrais coûts supplémentaires pour eux, en général, en termes de temps et en termes d'argent. Et les bénéfices, on les voit nulle part. On le sait, c'est-à-dire qu'on sait que c'est bon pour le sol, on sait que... mais ça n'est pas valorisé. Maintenant, avec une comptabilité qui est capable de rendre compte de la différence, parce que la partie comparativité est quand même très importante, de la différence entre un agriculteur qui travaille en conventionnel et un agriculteur qui travaille en biologique par rapport à ses capitaux naturels, que ce soit pour l'eau ou que ce soit pour le capital sol, par exemple, là on va avoir une dette qui est largement diminuée au niveau de l'agriculture biologique. Et ça, c'est quelque chose que l'agriculteur va pouvoir valoriser. C'est valorisant pour lui aussi, parce que ça veut dire que ce que je fais sert à quelque chose. Et deuxièmement, le long de la chaîne de valeur, c'est un point qui est extrêmement important pour les négociations aussi. C'est-à-dire que si on veut commencer à vendre on parle de l'industrie par exemple de la mode, de vendre des vêtements au prix juste, le prix juste, c'est celui qui couvre l'ensemble des coûts financiers, écologiques et humains qui ont été nécessaires pour produire ce t-shirt. Si je vends mon t-shirt 3 € quelque part, je ne citerai pas des marques, mais voilà, inquiétez-vous, il y a un problème. C'est impossible que ça se soit bien passé sur le plan humain et ou écologique si vous achetez votre t-shirt 3 €. Donc, je pense que je te rejoins tout à fait, il faut qu'on s'habitue à acheter moins en quantité, mieux en qualité, et le prix juste aussi des produits. Mais si finalement on achète des t-shirts qui sont plus résistants, qui ont tout un tas de vertus, etc., et qu'on en achète moins, ça ne nous coûtera pas plus cher. Et quand je parle du prix juste, ça veut donc dire celui qui intègre les activités que l'agriculteur a dû mettre en œuvre, supplémentaires sur son temps, et en termes d'argent qu'il a dû investir, pour qu'on mange de la nourriture qui ne soit pas complètement empoisonnée, ou de manière générale qu'on ait des sols qui soient résilients sur la durée, pour que l'agriculteur soit rémunéré correctement. Et ensuite, le long de la chaîne de valeur, de la même manière, les coûts qui ont pu être engendrés vis-à-vis du climat lorsqu'on émet des gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Et donc, voilà, je pense que la question de départ... La question, c'était de savoir, mais finalement, les entreprises sont déjà en... Voilà. Alors, très rapidement, effectivement, il y a cette question du prix juste, mais cette comptabilité écologique, en quoi elle implique un changement de business model? On a bien compris dans la comptabilité, mais surtout où vous en êtes. Vous travaillez avec la méthode CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Aujourd'hui, est-ce que déjà des organisations ont mis en place cette comptabilité écologique ou sont en train de la mettre en place, et pour quels résultats? Alors c'est en cours, c'est une méthode qui propose d'intégrer capitaux naturels, capitaux financiers, capitaux humains au passif du bilan. Donc c'est vraiment considéré comme des dettes, des emprunts à rembourser. Il y a actuellement une 50aine à peu près d'organisations qui sont impliquées soit dans des expérimentations, soit dans des projets de recherche. On avance beaucoup, alors notamment grâce à voilà, tous les professionnels, il commence à y avoir de plus en plus de professionnels, grâce aux chercheurs, grâce à toutes ces personnes qui travaillent sur le terrain. On commence à avoir des résultats vraiment intéressants, puisque on est vraiment sur des outils de pilotage. En fait, dès lors que vous avez pu enregistrer vos dettes dans votre bilan comptable, vous savez précisément ce que vous devez faire dans votre activité pour, à la fin, générer un profit durable. Okay. C'est-à-dire le profit qui, à la fin de votre cycle d'activité, a permis de réhabiliter l'ensemble de vos capitaux sur un certain temps, sur une certaine durée. Donc ça implique forcément une transformation du modèle d'affaires. Eh oui.
Julie, d'autres modèles existent, peut-être des modèles dont on n'a pas encore parlé, basés sur les services. Oui, on voit tout ce qui est un petit peu économie de la fonctionnalité, donc sur le secteur de la mode, ça peut être avoir des produits qui durent plus longtemps, des produits qui sont réparables. Donc on voit quand même que on a aussi le choix des couleurs, prendre la décision de faire un t-shirt qui sera plutôt classique et qui du coup perdure dans le temps un petit peu plus longtemps. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'innovation en termes de design de produits. Qui permettent un petit peu de changer. Ça ne va pas révolutionner vraiment le business model. Ce qu'on essaye de chercher aujourd'hui, c'est vraiment, on est au stade d'expérimentation également. Il n'y a pas de bonne solution. La solution, elle sera adaptée à chaque entreprise. C'est vraiment de chercher quels sont tous les petits leviers qu'on peut venir activer chez des entreprises qui aujourd'hui sont viables uniquement financièrement puisqu'elles font beaucoup de volume. Et sur ces entreprises-là, comment on fait? Quels sont les petits leviers? C'est bien le sujet. En fait, quand on cherche un nouveau business model, c'est quel est le business model qui va faire que si je produis moins, je continue à exister et à être rentable. Et à faire vivre aussi les gens que je fais travailler. C'est bien ça le sujet. Oui, c'est exactement ça. Et donc je suis désolée de vous dire qu'on n'a pas de réponse toute faite encore et qu'on a très envie d'en trouver. On a vu, il y a beaucoup, au fur et à mesure de nos recherches, il y a plein de petites entreprises qui marchent par exemple sur des précommandes. Le secteur, l'industrie de la mode, je pense que vous avez de la chance de travailler dans une industrie où il y a beaucoup d'innovation, où il y a beaucoup de nouveaux modèles qui se lancent. Et je pense que ça, par exemple, ça peut être des choses... Alors, rien n'est parfait, mais il y a des choses à prendre sur ce genre de... Donc la circularité avec le recyclage, la précommande, les services, vous avez dit, avec peut-être de la réparation gratuite, enfin tout ce qui permet en plus d'allonger la durée de vie des produits. On n'a pas encore parlé du business model régénératif. Oui, alors là, le régénératif, c'est un petit peu plus connecté à ce que disait Aurélien, où c'est vraiment rendre ce qu'on a pris en termes de ressources. Et donc là, c'est vrai que ces dernières années, donc peut-être les 2 dernières années, on voit de plus en plus d'entreprises qui prennent des positions publiques sur être nature positive, par exemple. On avait un cadre de reporting pour des objectifs climat qui s'appelle TCFD et qui aujourd'hui il y a TNFD qui va s'appliquer à la nature et qui va aider les entreprises dans le même sens. En fait, ce qui s'est passé pour le climat il y a environ une dizaine d'années est en train d'émerger sur les sujets de la nature. Donc la comptabilité, ça commence à avancer. C'était plus facile. Le climat, on a la chance d'avoir un seul indicateur, une seule métrique qui permet de couvrir plusieurs sujets, donc ça aide bien. C'est beaucoup plus compliqué sur la partie nature. Donc là, tout ce qui est régénératif, ça se lance beaucoup. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas trop de recul sur les résultats des avancées sur ces entreprises, mais on a hâte de voir. Oui, c'est ça, c'est que finalement, sur tous ces modèles, vous le disiez, on est en train d'y réfléchir les uns et les autres, donc on manque de recul aujourd'hui. Revenir sur un point avec vous concernant le business, il y a juste un sujet qu'on a abordé très rapidement. La gestion des stocks, c'est un petit peu comme la question de justement, ça va avec la volumétrie. Il y avait un tabou autour de la propriété intellectuelle quand même aussi. C'est là aussi qu'il faut changer de paradigme et changer la manière de voir les choses. Et je me souviens, je vous ai demandé quand on a préparé, je vous ai dit, mais depuis le temps qu'on parle de ces invendus, de ces stocks, on a plusieurs autres propositions, start-up qui se sont lancées pour récupérer. Et je me dis, mais on n'a pas fini ces stocks, il y en a à l'infini. Donc je vous ai demandé, mais finalement, est-ce que ça ne va pas se tarir un petit peu tous ces stocks? Et vous m'avez dit, non, là, on est en train de voir ressortir ce qui était planqué dans le 5e entrepôt au bout de la banlieue. C'est un peu ça? Ça dépend chez qui. Effectivement, en fait, les invendus, c'est un sujet qui est extrêmement tabou, enfin, à l'origine. Donc, quand la loi AGEC est arrivée, panique générale.
je dois dire qu'elle est très contournée parfois encore. Parce qu'elle est arrivée peut-être vite, puis elle est arrivée juste en sortie de Covid, et donc les entreprises ont participé. Finalement, les entrepôts se sont... je pense que le timing était peut-être pas le bon, c'est arrivé très vite, effectivement, qu'il a fallu rattraper les pots cassés. Il y a le sujet des conjonctures économiques, de relance. À la sortie du Covid, les marques étaient plutôt... leur priorité était de relancer l'activité, et ce qui est totalement compréhensible. Et donc, effectivement, et puis il y a ça, et donc pas forcément d'équipe dédiée à la circularité, pas forcément de compréhension ou d'anticipation. C'est vrai, à l'époque, de qu'est-ce que ça implique, la loi AGEC, qu'est-ce que ça veut dire, notamment la partie du tri, qui est extrêmement... primordial. Donc effectivement, le sujet de la propriété intellectuelle. Donc il y a le sujet du tabou, oui. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix d'être dans l'honnêteté et de dévoiler assez rapidement WeTurn. Donc c'est surtout principalement les acteurs du luxe. C'est aussi les acteurs qu'on a ciblés en numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme enjeu sur la propriété, donc on ne peut pas donner. Enfin, on peut donner. On peut donner une certaine quantité de stock sur des produits finis, ce qui peut être dégriffé facilement. Après, il y a Nona Source qui a été créé chez LVMH et d'autres dans d'autres grandes groupes où en fait, sur toute la partie tissu neutre, on peut les remettre sur le marché. Et puis, il y a tous ces gisements de matières qui sont vraiment identifiables, que c'était jusqu'à présent, c'était la destruction ou rien. Et c'est le segment du luxe parce que la loi AGEC est la plus contraignante. Enfin, en tout cas, ce sont ceux les plus contraints par cette loi au démarrage. Et puis c'est vrai que peut-être qu'au début, ça commence toujours par des pilotes. Hein, quand il y a une innovation qui arrive sur le marché, on commence toujours par de la R&D et du POC. Donc, on a des POC qui se sont toujours plutôt bien passés. Et donc, un POC se passe bien chez l'un, la maison à côté vient voir. Et puis, la troisième maison aussi. Et puis, la première maison dit, on a été faire l'état des stocks, on en a retrouvé par-ci, par-là. Et donc, il y a beaucoup plus de projets qui se lancent. Notre avis sur le recyclage est que on n'a rien inventé. Hein. C'est-à-dire que on a juste inventé une solution, on a créé une solution qui est très opérationnelle et logistique pour que les maisons et les acteurs se mettent en conformité. Néanmoins, le recyclage mécanique, on ne l'a absolument pas inventé. On a été voir nos voisins européens qui font ça très très bien. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui n'ont jamais cessé d'investir dans le textile, donc qui ont des industriels extrêmement performants et chez qui on est capable de faire... on a des cahiers des charges très précis, donc on leur apporte le gisement dont ils ont besoin et on fait un fil extrêmement qualitatif. Et donc, on n'a rien inventé au cœur de la machine. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on explique, c'est c'est très bien de faire du pilote sur plein de nouvelles innovations, plein de nouvelles matières premières, plein de nouveaux services, etc. Celui-ci, maintenant, le POC prouve que ça fonctionne. Maintenant, il faut industrialiser. Il faut avoir le courage de dire que le recyclé, en tout cas chez WeTurn, est qualitatif. On s'est amusé à aller acheter, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a la barrière psychologique. Hein, le recyclé, c'est souvent vu comme dégradé. Quand il est bien fait avec des professionnels qui existent en Europe, on fait des choses très qualitatives. On s'est même amusé à aller acheter dans des magasins de plusieurs positionnements et à aller faire les mêmes tests qualité sur nos matières que sur du neuf, de luxe, de moyenne gamme et de premium. Et on est totalement alignés. Donc, c'est une sorte de fierté. Donc maintenant, on peut dire aussi à nos clients, oui, il y a cette barrière psychologique sur la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, quand même, il y a un grand changement aussi, c'est que dans les entreprises, on se retourne vers son stock aussi, de plus en plus. Et ça, c'est extrêmement favorable. Donc les fournisseurs ressentent un ralentissement dans les commandes, dans les réassorts, parce qu'aujourd'hui, il y a d'une part, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, les ralentissements chinois, économiques, conjoncture, etc. C'est une première chose. Mais néanmoins, il y a aussi je pense que les pôles RSE dans les entreprises sont beaucoup plus maintenant de pouvoir sur les équipes design, les productions. Et donc, il y a du reporting, il y a des attentes, il y a plus d'exigences. Donc, il y a une sorte de mini-obligations, ça dépend des maisons, ça dépend du designer, ça dépend de la stratégie. On finit d'abord les restes qui sont dans le frigo. D'aller voir ce qu'il y a, et ensuite de réintroduire, et ensuite, sur là où il y a moins de quantité peut-être, ou quelque chose qui n'a vraiment pas marché une fois, de le proposer en recyclage derrière. Donc ça bouge, et le luxe, on a vraiment un espoir qu'on a eu la chance d'avoir LVMH qui
a vraiment mis en lumière et qui a fait le choix de dire dès le début ce ne sera pas tabou chez nous. Et donc on travaille avec 2 acteurs du luxe, d'autres acteurs premium, milieu de gamme maintenant, et c'est une chance. Et puis après, le sujet des propriétés intellectuelles, c'est l'image de marque, c'est un autre débat et on n'a pas de pouvoir là-dessus. Juste pour terminer avec vous, Sophie, vous sortez une plateforme, ou vous venez de sortir une plateforme, justement aussi, vous avez parlé de l'impact sur les fournisseurs, on en reparlera, d'où l'importance du dialogue et de ne pas faire les choses tout seul et peut-être de les intégrer à tous ces changements de business model. Enfin non, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est évidemment des intégrer à tous ces changements de business model. Mais du coup, vous aussi, vous travaillez avec d'autres grâce à cette plateforme pour automatiser le tri des stocks. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que WeTurn a 3 ans là, ce mois-ci, et on a vraiment les 2 premières années, on s'est concentré sur la preuve, donc créer cette filière de A à Z, cette chaîne, savoir bien collecter, savoir faire de la bonne logistique, savoir bien transformer et réutiliser. Donc là, typiquement, l'année dernière, on s'est concentré sur la collection de matières recyclées, vraiment montrer le concret, montrer qu'on sait sortir de la matière en quantité et en qualité. Donc on a déjà des marques qui, en ce moment, il y a beaucoup de marques qui nous ont acheté de la matière et qui produisent des produits qui seront sur le marché l'année prochaine. C'est la première marque qui s'appelle Paname Collection. C'est à partir d'un jersey qu'on a développé, et on est très fiers de voir qu'il y a déjà des produits sur le marché, et c'est leur vente numéro 1. J'en ai super fiers. Bref, donc on a su WeTurn faire cette étape ce métier de transformation. Et puis il faut savoir que l'économie circulaire, c'est extrêmement contraignant. La loi AGEC a plein de contraintes. Aussi le fait que quand on doit respecter la hiérarchie de la loi AGEC, donc on doit d'abord s'adresser aux dons, on doit ensuite s'adresser au réemploi, puis recyclage, puis autre valorisation. Et pour un acteur, se conformer à la loi AGEC, c'est d'abord passer du temps avec les associations, gérer cette logistique-là, le dégriffage, etc. Ensuite le réemploi, ensuite le recyclage. Et c'est très contraignant. Et donc maintenant qu'on on voit un marché qui se développe avec des acteurs qui sont bien identifiés, qui font très bien leur métier. Donc on a créé collectivement, on est à l'origine de cette plateforme SaaS, mais on a intégré collectivement d'autres solutions. Donc l'agence du don en nature, qui est aujourd'hui la première agence, l'acteur le plus reconnu sur le don pour les produits finis, où on a une certitude que ce ne sera pas exporté, dans le sens où c'est eux qui expriment auprès de toutes les associations françaises, ils collectent le besoin par saison en termes de manteaux, de produits, etc. Et on match entre ce que la marque est prête à donner et ce que l'association veut. Et ainsi de suite, on a intégré dans cette plateforme toutes les règles de gestion, de tri, cahier des charges, des filières les plus reconnues, et donc à partir d'un inventaire partagé, tout est fait automatiquement, les lots, la packing list et le suivi logistique. Et là, on vient juste de l'annoncer cette semaine, on a co-construit avec 4 grandes maisons de luxe qui sont déjà utilisatrices, et ça se passe super bien. Donc vous êtes les bienvenus pour une démonstration. Bonne nouvelle, et effectivement, et d'où l'importance de la co-construction pour annoncer la table ronde juste après. Juste pour terminer très rapidement, est-ce que vous pourriez nous partager, Julie et Aurélien, finalement, aujourd'hui, que va-t-il sortir, pardon, c'est pas une question piège, hein, de ce groupe de travail? Vous nous disiez, il y a beaucoup de choses, vous regardez à droite, à gauche, et surtout internationalement. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un rapport, des informations? Comment peut-on faire justement pour les uns et les autres qui seraient intéressés par les modèles dont vous avez parlé? Oui, donc là on travaille, donc c'est un projet qui est à assez long terme sur plusieurs années, et on va essayer de publier des articles au fur et à mesure de nos recherches avec les différents membres avec lesquels on travaille, et on essaye toujours de créer, alors peut-être pas des outils, mais une information qui est un petit peu pragmatique et qui va pouvoir aider les entreprises à se lancer, ou du moins à se questionner. Et je pense que le premier chantier, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qui existe. On a déjà plusieurs chercheurs qui ont établi une liste de critères de ce que pourrait être un business model de décroissance. On a d'autres modèles qui existent, comme le Donut Economic Model de Kate Waros, qui existe également. Donc, le premier grand pas, ce sera avoir cet état des lieux pour que les entreprises puissent s'en imprégner, et ensuite voir également donner peut-être des conseils pratiques sur comment amener ce sujet en interne, parce qu'on a dit que le mot décroissance, il faisait peur à l'externe, mais bien en interne, en fait, avoir amorcé cette conversation avec d'autres départements, avec le top management, c'est aussi difficile, et c'est des barrières qu'on voit chez la plupart de nos membres. Donc voilà, on va essayer de créer tout ça sur les années à venir, donc n'hésitez pas à regarder
nos publications régulièrement. Merci beaucoup. Aurélien, rapidement, pour qui serait intéressé par la comptabilité écologique, on se tourne vers quoi ? Alors, vous pouvez vous tourner vers nous, oui. Vers la chaire comptabilité écologique. Et alors, il y a plusieurs manières d'avancer. On propose des formations. Alors, il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a des niveaux de sensibilisation. Donc, ça peut être des ateliers de 1 heure, de 2 heures, juste pour déjà discuter, avoir une première mise en bouche. On propose aussi des formations introductives aux enjeux de la comptabilité écologique et à CARE, qui sont un peu plus longues, qui permettent d'aller plus loin. Et puis des formations vraiment certifiantes, là où on va vraiment plus loin. Donc ça, c'est sur l'aspect formation. Après, vraiment sur l'aspect accompagnement, en général, la première étape qu'on propose, c'est ce qu'on va appeler une préétude, qui est un peu ce que tu proposes aussi, c'est-à-dire un diagnostic. On prend, voilà, ça peut durer 3-4 mois. Donc on discute avec vous, on voit quels sont vos enjeux, on essaie d'identifier, de restructurer votre modèle d'activité, mais en intégrant capitaux naturels, capitaux humains, pour voir finalement comment ils sont utilisés dans le cadre de votre activité, sans mettre tout de suite des chiffres. Et puis on va essayer d'identifier un petit peu les données disponibles, les actions que vous avez déjà mises en œuvre, et puis à la fin d'un rapport qui peut vous être remis, de voir dans quelle mesure ça pourrait être pertinent de mettre en place vraiment la méthode plus amplement, sous quelles conditions, etc. Donc voilà, c'est des pistes en tout cas pour avancer. Juste peut-être un mini point qui semble important sur l'aspect réglementaire. L'objectif aussi de ces comptabilités-là, c'est de s'aligner sur un certain nombre de réglementations, d'obligations réglementaires que vous pouvez avoir au niveau de votre entreprise, à commencer par la CSRD. Vous êtes plusieurs sans doute avoir entendu parler. En faisant du CARE, vous faites la CSRD et plus encore. C'est-à-dire que c'est l'étape suivante de la CSRD. Donc ça peut être aussi intéressant pour répondre voilà, à ces enjeux-là qui peuvent vous être demandés. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour avancer sur ces sujets-là. Et effectivement, merci beaucoup à tous les trois. On en arrive au temps des questions. Vous pouvez les applaudir déjà, s'il vous plaît. Et tu voulais intervenir, Isabelle, avant même les questions. Vas-y, dis-moi. Ah, si, ça marche. Merci beaucoup. Oui, comme vous l'aurez compris, c'est un sujet qui est éminemment complexe. Mais c'est comme l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. On ne va pas pouvoir passer à côté. Décroissance, degrowth, c'est vraiment la question de la volumétrie, c'est la question du volume des références mises sur le marché, et il faut s'y attaquer. Pourquoi ? C'est pas que la fast fashion, c'est pas que la mode accessible, c'est pas que le premium, c'est qu'aujourd'hui on a un problème de modèle qui est fondé quand même sur une incitation majoritairement sur la surconsommation, et cette surconsommation pose problème, puisqu'elle pose problème sur la nature, sur les ressources, etc. Après, on dit souvent que le changement, c'est essayer de bouger un paquebot. C'est pas essayer de bouger un paquebot, c'est d'essayer de changer le trafic mondial des avions. Donc, il y a un nombre de paramètres à l'intérieur, il y a un nombre d'acteurs à l'intérieur qui est absolument monumental. Ceci étant, est-ce qu'on peut y arriver ? Oui, on peut y arriver, et c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Je vais parler de ce qui s'est passé au Parlement européen au printemps dernier, qui a été initié par le vice-président des Verts, Philippe Lamberts, et un certain nombre de députés, où pendant 2 jours, on a appelé ça le Woodstock de la décroissance, où vous avez eu une centaine d'intervenants sur cette thématique. Industriels, associations, politiques, etc. C'est un sujet qui est désormais à l'ordre du jour de tout le monde. Quand nous avons fait l'étude sur l'état d'avancement des acteurs de la mode en matière de développement, donc qu'on a présenté en avril dernier, clairement, le sujet de la décroissance, quand ça faisait partie des critères qu'on posait, enfin les questions qu'on posait à nos acteurs, tous ont dit non. Non, on n'a pas attaqué ce sujet-là. Pour quelle raison ? Parce que quand on est directeur RSE, on connaît bien le sujet. On sait qu'il faut faire de la décroissance. Mais quand vous arrivez devant votre COMEX, et votre COMEX vous dit « Oui, mais comment on fait ? Comment on fait pour protéger les emplois ? Comment on fait pour développer notre croissance ? Comment on fait pour avoir une assurance, des investisseurs, etc. » dans ce contexte. Contexte dont je rappellerai qu'aujourd'hui en France,
grosso modo, en un an, on a à peu près perdu 15 000 emplois sur le secteur de la mode, avec un certain nombre d'enseignes qui ont perdu des emplois, qui ont fermé, ou qui sont emplois qui sont ou perdus ou menacés. Et je ne parle pas des emplois qui sont menacés dans les pays fournisseurs, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Bangladesh, au Pakistan, etc. Donc c'est éminemment complexe. Est-ce qu'on peut y arriver? Donc nous, notre conviction à Paris Good Fashion, et pardon pour l'anglicisme Sylvie, mais c'est un peu never give up, jamais abandonner. Oui, on peut y arriver, et on vous invite pour ça à travailler avec nous, et je pense à toi aussi Julie, mais aussi à tout un chacun. Nous allons lancer un cycle de cours avec l'Institut français de la mode, avec la chaire, la Sustainability Chair IFM Kering, pour essayer d'aborder tous les points de cette décroissance. Comment on attaque la question de la volumétrie? Comment, que ce soit par la circularité, que ce soit par le déstockage, enfin par la prévision, pardon, de la production, que ce soit par la comptabilité écologique et ça. Donc, tu vas nous rejoindre aussi, Julie, dans le cadre de ce cycle de cours. Mais on a besoin de tout le monde et il faut changer le modèle. Enfin. Oui, c'est possible dans notre industrie, qui est une industrie qui a effectivement beaucoup de dépenses marketing et publicitaires. Par contre, on en a besoin parce que la concurrence, regardez ce qui se passe avec un Shine. Comment on fait pour faire moins de publicité et moins se faire valoriser quand un Shine est sur TikTok avec une puissance de feu colossale, etc. Donc tout ça est très compliqué, mais il faut pouvoir s'y attaquer parce que sinon, nous ne serons jamais, nous n'arriverons pas à changer le modèle et on n'arrivera pas à être à la hauteur des enjeux. Donc, pardon, c'était un point que je voulais préciser pour être très précis, enfin pas très précis, mais très engageant. Et on vous invite vraiment à nous rejoindre dans des discussions, dans les échanges sur ce point. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste quelques minutes. Oui, merci. On va vous donner un micro, Oui, excusez-moi, avec le micro, c'est mieux. Je pense qu'on est tous entre professionnels et professionnels convaincus de tout ce qui vient d'être dit, en apprenant certaines choses très intéressantes. On a tous des plans d'action dans nos différentes entreprises. Il y a quand même un élément déterminant dont on n'a pas parlé, c'est le consommateur. Parce que c'est lui, en réalité, qui dicte aujourd'hui tout ça. On peut mettre tous les beaux plans d'action qu'on veut. On peut faire de la décroissance, mais pour que notre entreprise survive, il va falloir qu'elle vende un peu plus cher. Donc que le consommateur accepte d'acheter un peu plus cher pour remplir toutes ces conditions. Donc qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est mis en action? Alors, à notre niveau, je ne sais pas, mais à quoi on pense pour que le consommateur soit averti de tout ça et change ses habitudes? Alors, Isabelle va vous répondre et puis après, on va donner la... Je ne vais pas vous répondre, je ne vais pas avoir la réponse définitive, malheureusement. En fait, le consommateur aujourd'hui est effectivement dans des comportements très paradoxaux et très contradictoires. On voit bien que la croissance, ne serait-ce que la consommation sur les produits de luxe, se porte à merveille dans le monde entier. On voit bien que la consommation des produits de la fast fashion va très très bien également. Donc, c'est de changer cela. Mais pour cela, il faut éduquer. Il faut aussi arrêter d'abreuver le consommateur en surpublicité, en surincitation. Donc, le consommateur, oui, il faut l'informer, il faut le former et faire de la pédagogie. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être mis en place, et notamment au niveau des gouvernements, mais avec une marge de manœuvre qui est quand même tout à fait limité. Il faut être tout à fait conscient de cela. Je ne sais pas s'il y a des modèles, Julie, dans d'autres secteurs industriels pour informer le consommateur et que le consommateur prenne la main, mais on le voit, ou peut-être Sophie, tu as des informations là-dessus, mais le consommateur n'est pas aujourd'hui... Enfin, il y a une part de la population qui déclare oui, la mode durable, oui, les achats, etc., mais effectivement, c'est tout à fait minime. Donc, et en plus, on est dans un climat, dans un contexte inflationnel avec des gens qui ont de moins en moins d'argent, donc qui sont de plus en plus attirés aussi par des tout petits prix, etc. Donc, vous avez entièrement raison. Et cette partie de la consommation, alors, je vous renvoie vers des travaux de l'Obsoco, donc l'Observatoire de la consommation, qui est dirigé par Philippe Moati, qui interviendra notamment dans nos travaux et qui veut justement parler et s'intéresser aux consommateurs. De quelle façon, je ne sais pas.
sincèrement. Et justement, pour poursuivre, justement, Julie, dans vos travaux aussi sur la décroissance, de quelle manière vous intégrez ce paramètre-là de la consommation et des consommateurs? Alors, pour être tout à fait honnête, pour l'instant, c'est pas encore intégré parce qu'on en est vraiment aux prémices de nos travaux, mais je pense que les deux grands axes que je vois, c'est... il y aura la réglementation et donc et la collaboration. Donc la collaboration au sein de l'industrie, et comme c'est aussi par le biais de réseaux tels que Paris Good Fashion que ça va aider les différents acteurs à se mettre en ordre de marche et joindre les forces pour pouvoir aller vers cette pédagogie pour le consommateur. Et au niveau de la réglementation, c'est via peut-être cette collaboration au sein de l'industrie, venir un petit peu frapper à la porte de Bruxelles, du gouvernement français pour voir ce qui peut être mis en place. Et comme... ce qui a émis un coup de pouce, je pense, ce que disait Sophie précédemment, à ces business models vertueux, ça a été aussi la loi AGEC. Donc je pense que on pourra aussi se reposer sur ce genre de levier. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a effectivement la communication, la formation, mais il y a aussi un sujet sur lequel on n'a pas forcément de pouvoir, c'est la conjoncture économique, le pouvoir d'achat. Mais il y a la baisse du pouvoir. Les riches sont de plus en plus riches et donc il y a tout ce milieu du marché qui est en train de dérouiller, comme dirait quelqu'un de mon board, le milieu de gamme. En ce moment c'est très compliqué pour eux. Parce que les sujets de pouvoir d'achat. Par contre, il y a effectivement des associations qui œuvrent et qui sont très dynamiques. Donc, bien sûr, Isabelle avec Paris Good Fashion, mais il y a aussi la Fédération de la mode circulaire qui fait beaucoup et Sylvie, bien sûr, à Paris Good Fashion, excusez-moi. Et la Fédération de la mode circulaire qui fait beaucoup de lobbying, aussi bien auprès du gouvernement français qu'auprès du Parlement. Donc, ça rejoint des adhérents professionnels, donc marques, jeunes créateurs. Enfin, on est assez nombreux. Et il y a un sujet, notamment en ce moment, de TVA circulaire. Donc, d'appliquer une TVA à 5% sur les produits qui seraient issus de matières recyclées, upcyclées, au lieu de 20%. Donc voilà, on cherche, il y a des idées autour des véhicules financiers, fiscaux, pour justement aider. Pour répondre à ces impératifs de pouvoir d'achat, parce qu'au-delà de changer la consommation, en tout cas de changer les envies de consommation des consommateurs, comme il y a aussi cette question de pouvoir d'achat, sur les envies de consommation, c'est difficile d'y faire quelque chose, on l'a dit, ou faire moins de com, moins de marketing, c'est un peu compliqué. En revanche, sur le pouvoir d'achat, effectivement, ça fait partie des solutions si on arrive à avoir les prix justes qui vont permettre à tout à chacun d'avoir ces engagements-là. Oui, Aurélien. Peut-être juste en 30 secondes. La technologie a du bon aussi. Je pense que si on avait effectivement à côté de chacun de nos produits un petit QR code, où on flash le QR code et on a simplement le parcours du produit d'une part, donc on parle un peu de circularité aussi, il peut y avoir de voir la vie du produit, du départ jusqu'à l'arrivée dans le magasin, son histoire, et puis, comme on l'a dit, la distribution des coûts qui a permis d'arriver à ce prix-là. Je pense que c'est une arme qui est très très importante. Je pense que beaucoup de consommateurs y sont sensibles. Je suis d'accord à condition d'avoir le pouvoir d'achat, c'est clair. Maintenant, l'État s'engage à augmenter ses subventions favorables à l'environnement, à la transition écologique, et à diminuer les subventions qui sont dommageables à la biodiversité, à toutes ces choses-là. On n'est pas du tout dans la bonne direction. Mais si l'État faisait son travail sur ce plan-là, typiquement, des entreprises, que ce soit de la mode ou d'autres milieux, qui s'engagent, qui sont transparents et qui montrent qu'ils ont payé les coûts qui étaient nécessaires pour produire, y compris écologique et social, donc, pour produire le produit fini qui est vendu dans le magasin, on peut imaginer aussi, si l'État joue son rôle, qu'il puisse y avoir des compléments de subventions, etc., qui viennent encourager justement ces démarches-là. Mmh. Merci, mais vaste sujet, on pourrait repartir sur 1 heure. Effectivement, vous avez entièrement raison sur ce paramètre de la consommation. Est-ce qu'il y a, allez, du coup, comme on a un petit peu dépassé, est-ce qu'il y a une autre question avant de terminer? Oui, merci, devant.
Bonjour, je voulais juste vous remercier tout d'abord parce que c'était très informatif et très intéressant. J'ai une toute petite précision, vous avez évoqué la dette, mais comment c'est mesuré? Il y a des poids, c'est de l'argent ou c'est des pourcents, comment c'est mesuré et comment c'est remboursé? En quelle forme? Merci. La dette écologique? Alors ça dépend des capitaux naturels ou des capitaux. Si on prend l'exemple du capital atmosphère, dès lors que j'ai une activité qui va être émettrice de gaz à effet de serre, l'atmosphère me rend un service qui est de la captation de gaz à effet de serre. Maintenant, on a le GIEC, on a les accords de Paris qui nous disent qu'il faut qu'on fixe une trajectoire de plus 1,5 degré d'ici 2050 et on est capable à peu près, c'est toujours imparfait, de traduire ça en quantité de carbone qu'on a le droit d'émettre dans l'atmosphère chaque année d'ici 2050. Et alors, on peut faire des évaluations par secteur d'activité, par organisation. Et donc, au niveau de mon organisation, en fonction de mon secteur, en fonction de ma taille, je sais quel est mon budget carbone que je dois respecter chaque année. Donc, il y a d'abord ma comptabilité carbone, qui est de dire que si je respecte mon budget annuel, ma dette climatique est nulle par rapport à mon objectif, l'objectif qu'on s'est fixé. En revanche, si je dépasse ce budget-là, là, il commence à se poser une question. Donc, j'ai une dette d'abord biophysique qui est de temps de carbone en trop. Et ensuite, se poser la question de dire, est-ce qu'il y a des actions que je peux mettre en œuvre pour, scientifiquement crédibles, qui permettent d'absorber ce surplus de carbone? Si des actions existent, donc il y a des puits de carbone, mais voilà, c'est là aussi, hein, je mets avec plein de guillemets, mais en tout cas, il y a quand même des solutions, jusqu'à une certaine quantité, qui peuvent être mises en œuvre. Ces solutions-là ont un coût. Et ce coût-là va être le chiffrage monétaire. Donc ça, c'est l'argent que moi, je vais devoir débourser pour financer ces actions sur ce qui dépasse. Et alors, c'est un autre sujet. Ensuite, c'est la limite haute de dire qu'est-ce qu'on fait quand là, on ne peut plus du tout compenser. Et là, on quitte le cadre comptable parce qu'on pourrait imaginer qu'on a une dette infinie. Et là, on rentre plutôt sur le domaine juridique, du pénal, etc. éventuellement. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est un exemple, mais... Voilà. Complètement, merci. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé, donc je vous propose qu'on en reste là, qu'on se retrouve à 18h. Merci infiniment à tous les trois, ils se tiennent à votre disposition.